Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes de l'actualité internationale avec nos éditorialistes. Avec au sommaire ce soir, 100 jours de guerre en Ukraine. Les forces russes contrôlent maintenant 20% du territoire ukrainien selon Kiev. Dans le Donbass, Severodonetsk est en train de sombrer. Le Kremlin estime avoir atteint certains résultats, tandis que Volodymyr Zelensky affirme la victoire sera nôtre. Macky Sall a dit à Vladimir Poutine de prendre conscience que les pays africains sont victimes de la guerre. Le président sénégalais est en Russie pour évoquer les stocks de céréales et les fertilisants bloqués alors que des pays d'Afrique risquent la famine. On reviendra aussi sur le fiasco au Stade de France. Le Real Madrid qui demande maintenant des réponses sur le traitement infligé à ses supporters. Gérald Darmanin a présenté ses excuses pour l'organisation de la finale, mais le ministre de l'Intérieur maintient sa version. Enfin, le jubilé de platine. Les Britanniques qui célèbrent les 70 ans de règne de la reine Elisabeth pendant 4 jours. La souveraine a été saluée au balcon de Buckingham Palace hier, mais elle n'a pas assisté à la messe de la cathédrale de Saint-Paul à Londres aujourd'hui. On en parlera. Petit problème de santé pour la reine. On en parle avec mes éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Antoine Wittkin. Bonsoir, journaliste, réalisateur du documentaire La vengeance de Poutine et de nombreux autres documentaires. Mais en tout cas, celui-ci a un lien direct avec notre sujet du jour. Bienvenue Antoine. En face de vous, Laure Simouès. Bonsoir Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Jean-Christophe Ploquin avec nous, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Bonjour. La Croix Hebdo, qui lit encore la Bible aujourd'hui? Grande question. Voilà, c'est un sondage exclusif sur la présence de la Bible aujourd'hui comme élément de réflexion. Ils sont nombreux à la lire encore aujourd'hui. Dans le patrimoine, oui, il y a encore une bonne moitié des Français qui la lisent de temps en temps. Une bonne moitié des Français. Et dans le monde, quand même aussi, pas mal de monde. On dit que c'est le livre le plus vendu au monde. Est-ce que Poutine lit la Bible? Ah, certainement qu'il a quelques lectures qui lui sont choisies par le patriarche Kirill. Par le patriarche Kirill. Ziad Limam est avec nous, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bienvenue aussi, Ziad. La guerre en Ukraine, on va démarrer avec cette guerre en Ukraine. C'est le 100e jour aujourd'hui. Les Russes contrôlent 20% du territoire ukrainien. On écoute Volodymyr Zelensky. Le chef de la faction est ici, le chef de l'administration présidentielle est ici, le Premier ministre ukrainien Shmyhal est ici, Polodiak est ici, le président est ici. Notre équipe est beaucoup plus grande, les forces armées de l'Ukraine sont ici. Et le plus important, le peuple, les représentants de l'État sont ici, défendant l'Ukraine depuis déjà 100 jours. La victoire sera nôtre. Gloire à l'Ukraine. Oui, Antoine, vous disiez, il a l'air fatigué, mais en fait, ils sont encore au front. Ils savent tout de même que le Donbass est en train de tomber aux mains des Russes. Oui, il a l'air fatigué et c'est la première remarque qu'on peut faire. Ça fait 100 jours. Il a pris 10 ans ou plusieurs années en tout cas. Il est marqué. Et je crois que c'est à l'image de la situation. La guerre est encore, elle est non seulement extrêmement brutale, très violente, mais elle est également très indécise. Et donc, pour les Ukrainiens, tout reste à faire. Je pense que les deux camps, chacun des deux camps pense qu'il peut gagner cette guerre. Et c'est bien le problème. C'est ce qui pousse notamment les Russes, puisque les Ukrainiens, évidemment, se défendent, mais c'est ce qui pousse les Russes à aller plus loin. Et donc, on sent que ça va durer longtemps. Et les deux camps pensent qu'ils peuvent gagner, mais aucun des deux camps n'a pour l'instant gagné. Les Ukrainiens, Zelensky le rappelait, voient leur territoire occupé à peu près pour 25% de celui-ci. C'est quand même un quart, c'est considérable. Ça veut dire que c'est tout le Donbass, grosso modo. C'est le Donbass et même un peu plus. Une partie du Donbass. Absolument, ouais. Donc c'est beaucoup et les Russes avancent, grignotent petit à petit, mais ils savent qu'ils ont peut-être, c'est ce qu'ils espèrent, le temps pour eux. Et en tout cas, un armement qui pour le moment est supérieur, il faut quand même le dire, à celui des Ukrainiens, même si les renforts d'armements occidentaux arrivent. Justement, ils attendent les renforts des armements occidentaux, Ziad, parce qu'on voit que le Donbass est pris en tenaille par les Russes, mais c'est vrai que là, Zelensky attend le renfort de ses armes. Parce qu'il y a toujours cette résistance. Sans être un spécialiste des armes, la question c'est quelles armes, de quelle portée, de quelle capacité à nuire sur le théâtre d'opération ou au-delà du théâtre d'opération. Donc tout le débat est là et on sent bien que sur chaque livraison, il y a une discussion. Est-ce que c'est des armes offensives? Est-ce que c'est des armes défensives? Est-ce qu'on va trop loin? Donc il y a toujours ce débat.
sur la capacité de ce qu'on donne, je pense d'ailleurs, je ne pense pas qu'il l'achète, ce qu'on donne à l'Ukraine. Et la deuxième bataille, celle qui se joue dans le Donbass, celle qui se joue à l'échelle maintenant, on le voit, on en parlera tout à l'heure, qui se joue à l'échelle de la planète, sur les sanctions, sur le blé, sur les céréales, sur tout ce qui se passe autour de ce conflit et qui prend une proportion littéralement planétaire. Donc c'est ces espèces de deux flux en même temps. Et je pense que les Russes, comme vous le disiez, jouent beaucoup sur le fait qu'eux, ils pensent avoir le temps pour eux, le temps de résister, le temps que maîtrisent totalement leur opinion publique, maîtrisent totalement... Il n'y a pas de rébellion interne, ça peut durer des mois. Et une guerre d'usure, dit justement le secrétaire général de l'OTAN. Le reste du monde se préparer à une guerre d'usure sur le long terme. Que les Européens céderont en premier, que d'autres vont demander à ce que ça s'arrête, et que voilà, c'est là que ça se joue aussi. Jean-Christophe, cette guerre n'aura pas de vainqueur. Nous avons besoin de la paix. Ça, c'est ce que dit le coordinateur de l'ONU, le coordinateur de l'Ukraine. Je pense qu'on s'achemine vraisemblablement au-delà des 100 jours. Si on se projette à 200 jours ou à 300 jours, il est possible que peut-être qu'il y aura un cessez-le-feu d'ici là, mais en tout cas, ce sera une situation qui sera extrêmement figée, avec une Ukraine qui, de toute façon, aura très peu de chances d'avoir récupéré une partie de ses territoires, malgré les discours très offensifs et mobilisateurs du président Zelensky, et c'est son rôle. Mais effectivement, ça dépend quand même beaucoup des armements. Les Américains en même temps et les Européens ont bien fixé des lignes rouges. Il ne s'agit pas non plus d'aider les Ukrainiens à faire une contre-offensive qui les emmènerait jusqu'à la frontière de la Russie. C'est vraiment permettre aux Ukrainiens de contenir l'offensive russe aujourd'hui. Et donc, voilà, peut-être que dans un mois ou 2 mois, on sera, les deux parties, Kiev et Moscou, seront en train de discuter d'un cessez-le-feu parce que finalement, la Russie aura progresser suffisamment pour pouvoir clamer victoire. Et... Pour l'instant, on en est loin, en fait. Oui, mais ça peut venir en même temps assez vite. On voit bien que la Russie ne progresse pas non plus massivement. Et l'Ukraine, je pense, après un temps où elle a peut-être il y a quelques semaines, elle avait un discours qui était assez offensif et ce discours s'est un petit peu réduit. Et je pense que l'Ukraine... pour le moment, considère qu'elle a peu de chances quand même de renvoyer la Russie, les troupes russes en Russie, quoi. Antoine, vous êtes d'accord? Il pourrait y avoir des négociations qui pourraient se profiler lorsqu'on entend effectivement le secrétaire général de l'OTAN parler d'une guerre d'usure de long terme. Je pense que, elle se profile peut-être, c'est évidemment imaginable, mais je pense que dans la tête des deux protagonistes, puisqu'encore une fois, s'il y a une négociation, ce sera d'abord entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que dans les têtes des uns et des autres, ça n'est pas à ce stade imaginable. Chez les Ukrainiens, c'est très clair. Quand vous leur parlez, leur territoire a été envahi. Ils font des sacrifices immenses. Leur pays est en ruine pour une partie pour la partie Est notamment. L'économie s'est rétractée de 40%. Enfin, ils sont dans une logique de guerre totale et de guerre longue psychologiquement. Et étant donné les sacrifices qu'ils ont faits, une négociation sur ces bases-là, avec 20% de leur territoire envahi et avec une progression de cet envahissement. Ils ont résisté au départ, évidemment. On se souvient des cartes, des axes d'invasion du côté de Kharkiv et de Kiev. Mais étant donné la situation sur le terrain, je crois que dans leur tête, c'est inimaginable. Enfin, en tout cas, c'est pas que je le crois. C'est toutes les discussions que j'ai eues avec des Ukrainiens ces derniers temps le montre très bien. Et Zelensky, quand bien même Zelensky, qui est quelqu'un d'assez posé, de très rationnel, c'est un diplomate. D'ailleurs, il était arrivé au pouvoir avec cette image-là, mais quand bien même lui voudrait peut-être un jour éventuellement arriver vers cette solution-là, il sait très bien qu'il doit composer avec un pays qui probablement ne le veut pas, en tout cas à ce stade. Du côté des Russes, même chose. Alors là, c'est la tête de Poutine, mais il pense qu'il peut gagner, il a misé beaucoup, il risque beaucoup, ça lui coûte beaucoup, et donc il veut aller jusqu'au bout. Dernière chose, et je pense que ça cadre aussi la discussion qu'on a, c'est les mots de l'envoyé spécial de l'ONU, qui sont quand même édifiant. Parler de on a besoin de paix, ça va, on a besoin de paix. Évidemment que tout le monde a besoin de paix. Les premiers, ce sont les Ukrainiens. Mais il faut quand même toujours rappeler, et il leur a été avisé de le faire, que ceux qui sont agressés, ce sont les Ukrainiens dont le territoire est envahi. Donc évidemment qu'ils ont besoin
de paix. Évidemment que le monde a besoin de paix, mais évidemment pas à n'importe quelle condition. Et tout est là. Et c'est vrai que c'est la petite musique qu'on entend. Le monde a besoin de paix, évidemment. De toute façon, on a besoin de paix, de prospérité, et de bonheur et d'amour tous. Mais c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. La musique, elle joue en défaveur des Ukrainiens. Oui, absolument. Et c'est le calcul russe. Franchement, moi, je suis bien d'accord. Je pense que ce conflit se joue autant à l'extérieur du théâtre du conflit que sur le Donbass lui-même, sur la bataille au sens militaire. Franchement, je pense qu'il y a un double calcul de chaque côté. Mais le coût que les gens vont payer, c'est absolument incroyable. Vous prenez un pays, juste comme ça, par hasard, l'Espagne, qui n'a rien à voir avec cette histoire. Ils sont déjà à des taux d'inflation records, comme ils n'ont jamais connus. On ne sait pas comment cette opinion publique va tenir, comment les opinions publiques européennes vont tenir. Il y a des États européens qui jouent visiblement la carte de l'ambiguïté, comme la Hongrie et d'autres. Donc tout ça, on ne sait pas comment ça va marcher. Et même chose en Russie. On part du principe que c'est un système totalement monolithique, qui n'est pas fragile, mais les premiers témoignages qu'on commence à avoir sur le coût des sanctions, sur les ruptures d'approvisionnement, sur les problèmes qui se posent dans les entreprises, un petit peu partout, ça commence à peser. Donc ça marche ces sanctions parce que Ziad, effectivement, les Européens ont voté un embargo sur le pétrole russe cette semaine, un embargo qui vise à réduire de 90% leurs importations de pétrole. Ils se sont mis d'accord, même si la Hongrie bénéficie, et la Slovaquie d'ailleurs, et la République tchèque bénéficient d'une sorte d'exception, mais c'est un succès. C'est la fin du rêve merkelien et d'autres personnes de l'Eurasie. C'est la fin de cette théorie selon laquelle l'Europe et la Russie pouvaient parfaitement vivre ensemble en se mettant d'accord sur un certain nombre de choses de base, et en particulier l'énergie, un certain respect des droits de l'homme. Je vous rappelle qu'il y a eu une Coupe du Monde en Russie. Les gens ont oublié, la Crimée avait été envahie. Ça ne nous a pas empêché d'aller faire une Coupe du Monde et de se marrer à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Donc tout ça, c'est mort. Et donc ça va durer un certain temps. C'est-à-dire que même si la paix revient, l'Europe ne retournera pas, en tous les cas, pas avec cette Les conséquences géopolitiques, économiques sont durables. Sur l'énergie en particulier, on ne retournera pas s'approvisionner en Russie avant qu'un changement politique aussi peut intervenir de l'autre côté. Jean-Christophe, juste un mot sur ces sanctions. C'est un succès pour les Européens, malgré tout, de 6e paquet de sanctions contre la Russie. C'est le plus dur paquet de sanctions en fait, qui a été décidé depuis le début. Donc c'est le 6e, mais c'est aussi le plus dur. C'est quand même en gros 150 milliards de dollars de recettes pour la Banque centrale russe qui vont petit à petit disparaître. Hein. Donc ça va être un choc. Évidemment, la Russie va essayer de le vendre ailleurs. On peut penser que la Chine va en acheter, l'Inde va en acheter, mais alors ils vont acheter à la moitié du prix. Ils vont être obligés, les Russes vont être obligés de brader leur pétrole. Donc à terme, il y a quand même, et à moyen terme, effectivement, on voit que ça n'empêche pas forcément, ça n'enraye pas la guerre à court terme. Et puis surtout, on n'en connaît pas exactement encore les implications économiques en Russie. On n'a pas vraiment de chiffres. On a quelques éléments, on a quelques chiffres. On parle d'une rétractation du PIB entre 10 et 15%, et peut-être plus 10 que 15% à ce moment-là. Donc c'est un peu en deçà de ce qui avait été annoncé par des économistes. Alors je ne sais pas comment ils font leurs calculs. Donc ça a quand même des effets, mais l'économie russe est plus résiliente que ce qu'on pensait. Ils l'avaient dit. Même les Russes l'avaient annoncé en expliquant qu'ils étaient déjà confrontés à des sanctions. Et donc, effectivement, ils sont résilients. Ce que disent les économistes, c'est que le plus dur va produire ses effets dans les mois qui viennent. Et puis, par ailleurs, on en voit les effets. Alors, évidemment, le pays s'appauvrit, il perd une partie de ses élites qui partent. Mais par ailleurs, on a quand même quelques échos de tensions dans les allées du pouvoir à Moscou. Tout ça n'est pas si simple. Il y a des divisions, il y a des camps. Il y a toujours eu des camps au Kremlin. Mais là, pour le coup, le dissensus est maximal. Est-ce que ça aura un effet? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, il faut quand même prendre ça en considération. Laure, les dessinateurs. Oui, je vais vous montrer 4 dessins sur l'actualité cette semaine. Un premier dessin du dessinateur brésilien Amorim, qui est paru cette semaine dans Le Monde, au 100e jour de guerre, aujourd'hui, on l'a dit. On entre là dans le 4e mois, et puis on parle de l'enlisement du conflit. Poutine est quand même toujours juché sur son char, bien que cabossé. Il tient l'agenda pour l'instant. Un deuxième dessin du dessinateur ukrainien
l'Ukrainien Kazanevski. C'est toujours intéressant de montrer aussi comment lui interprète cette avancée progressive et inexorable de ces troupes russes à l'Est, avec son style très, très caractéristique. Il y a une forme de sentiment d'effroi et d'oppression qui se dégage de ce dessin. Kazanevski a un style très, très slave qui fait sa caractéristique. Un autre dessin aussi très intéressant du dessinateur singapourien Heng. Le bras de fer qui continue à armes inégales. Tu parlais il y a tout à l'heure des armes. C'est vrai que même si les États-Unis et l'Occident constituent le bras armé de l'Ukraine, on voit le bras armé de Zelensky, la Russie reste quand même une menace nucléaire. Il n'y a rien à faire. Donc rendez-vous effectivement au prochain round. Et puis sur l'embargo progressif européen du pétrole russe. Je vais vous montrer un dessin du dessinateur algérien Dilem, très bien résumé. Sanctions contre la Russie, l'Europe passe à la vitesse supérieure. Voilà, on a notre Vladimir Poutine en pompiste qui voit passer le fourgon européen à toute vitesse. C'est efficace et cocasse, comme souvent dans les dessins de Dilem. Et cette question des sanctions, on va bien sûr en reparler, puisque Macky Sall, qui est en Russie pour évoquer justement les stocks de céréales et les fertilisants bloqués, alors qu'une crise alimentaire, vous le savez, menace justement le continent africain, eh bien le président sénégalais a dit à Vladimir Poutine qu'il fallait qu'il prenne conscience que les pays africains étaient victimes aussi du conflit, et il voudrait, Macky Sall, finalement, que les sanctions contre la Russie n'affectent pas le secteur alimentaire. On va l'écouter, ainsi que Vladimir Poutine. Mais les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité, puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Je souhaite vous rappeler que la Russie est toujours aux côtés de l'Afrique et lui apporte son soutien dans sa lutte contre le colonialisme. Nous sommes dans une nouvelle étape dans nos relations et nous apportons une attention particulière au développement de ces relations. Antoine, on voit bien les deux discours, à la fois Macky Sall qui finalement s'oppose aux sanctions occidentales dont on vient de parler, et en même temps Vladimir Poutine qui se veut le protecteur des pays d'Afrique. C'est pas ça. D'abord, il y a ces non-alignés, ces pays qui effectivement ne sont pas tout à fait dans le bloc de l'Est, même si effectivement il a fini par signer une résolution. Il faut quand même rappeler, les sanctions européennes ne visent pas les engrais, ne visent pas les produits alimentaires russes. Donc, il n'y a aucune raison de dire, et c'est quand même une partie du discours russe, de dire c'est à cause des Européens si je ne peux plus exporter. Eh bien non, les Européens ont pris soin de ne pas mettre les engrais et les produits alimentaires, le blé, les céréales, sur la liste des sanctions. Ce n'est absolument pas visé. Donc après, s'il y a un problème, c'est soit parce qu'effectivement, il faut quand même des transporteurs et que ces transporteurs ne veulent pas encourir le risque d'être sanctionnés justement par les Américains ou par les Européens parce qu'ils vont utiliser le dollar ou je ne sais pas. Donc c'est des sanctions plus larges qui peuvent gêner les exportateurs. Mais après, c'est aussi le blocus infligé par la Russie à l'Ukraine qui empêche l'Ukraine de sortir 20 millions de tonnes de blé. Donc là, on est vraiment dans un discours où Moscou et Poutine se posent en grand défenseur de l'Afrique et disent c'est la faute des Européens. Mais c'est faux. C'est faux, Antoine. Oui, c'est faux, absolument. C'est tout le cynisme de Vladimir Poutine qui, en plus, a expliqué à Macky Sall que si les bateaux ne pouvaient pas sortir, c'est parce que les Ukrainiens avaient miné les eaux au large des ports d'Ukraine, qui pour une partie sont aux mains des Russes, et pour une autre partie sont bombardées par les Russes. Et si, effectivement, il y a eu des mines, eh bien, elles sont d'ailleurs beaucoup plus le fait des Russes que des Ukrainiens, mais les Ukrainiens se défendent. Mais ce sont les premiers à essayer d'exporter leurs matières agricoles dont ils ont besoin. Ils ont besoin de ces ressources-là. Je le rappelais au début de l'émission, leur PIB s'est rétracté de 40%, ce qui est considérable. Donc ils ont besoin de ça, ils le veulent. Et ceux qui empêchent ces exportations, ce sont les Russes. Et on voit bien l'utilisation parfaitement cynique que Poutine en fait.
En faisant ça, effectivement, il poursuit sa stratégie africaine, d'ailleurs, on l'a vu au Mali, par exemple. Stratégie de puissance, là aussi, Poutine se nourrit de symboles, d'images et de fantasmes. Il a envahi l'Ukraine pour expliquer à son peuple, pour montrer à son peuple que la Russie était encore une immense puissance, une grande puissance. Et en Afrique, vous êtes beaucoup plus spécialiste de ça que moi, mais en Afrique, pour une grande part, c'est là aussi un miroir aux alouettes et une exposition de puissance au service de stratégies assez peu claires et assez peu cohérentes. À minima, il s'assure des votes à l'ONU. C'est pour l'instant son seul bénéfice. Mais pourquoi Macky Sall, Ziad ? Parce qu'il est président de l'Union africaine et qu'il y a une vraie tension. C'est-à-dire qu'il y a eu les 2 votes des Nations Unies où on a vu qu'il y avait un flou dans la position des pays africains parce qu'ils ne se Ils ne se considèrent pas comme concernés par un conflit qui leur est totalement étranger. Et deuxièmement... Ils disent c'est pas notre guerre. C'est pas notre guerre. Deuxièmement, les relations avec la Russie ne sont pas aussi distendues que ça. Il y a d'abord tout un historique. Il faut revenir à la guerre froide. Il y a des tas de gens qui ont été formés par la Russie. Il y a des tas de gens qui sont allés à l'université Patrice Lumumba. Il y a des tas de gens qui se sont battus, qui ont fait la guérilla avec des armes russes. Ces gens-là, ils ont un tropisme. Quand Vladimir Poutine, il utilise un mot très intéressant, il dit « votre lutte contre le colonialisme ». C'est-à-dire, on est encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la lutte contre le... Et qui sont les colons ? Les colons, c'est les Européens, c'est les Américains, c'est l'Occident, etc. Donc ça joue. Et le troisième point, c'est que je suis assez d'accord avec vous sur le cynisme, mais la disruption des chaînes logistiques, elle est effrayante. Ça, c'est très, très clair. Donc, il y a des bateaux qui circulent, qui sont avec du blé, mais qu'on ne peut pas débarquer. Il y a la peur de faire des transactions en dollars. Il y a toutes sortes de choses qui posent des problèmes sur des pays qui étaient déjà très fragiles sur le plan alimentaire. Le cours du blé n'a pas augmenté qu'avec la crise en Ukraine. Le cours du blé augmente depuis 7 à 8 ans parce que la Chine en consomme, parce qu'il y en a moins, parce qu'il y a eu des problèmes climatiques, parce que ceci, cela. Donc tout ça joue en même temps. Donc Macky Sall a essayé... Et explique cette position un peu de non-alignée. Oui, enfin, et le quatrième point, c'est que franchement, on aimerait entendre, parce que les Européens disent non, c'est pas les sanctions, les Américains disent non, c'est pas les sanctions, mais on aimerait entendre une Union européenne et des Américains qui disent oui, on va vous aider, puisqu'on est dans une bataille planétaire, ce que je vous disais au début. On est dans une bataille planétaire. Oui, on va vous aider. C'est un peu ce que Macron dit avec l'initiative. Oui, mais il faut que ça aille un peu... faut que ça vienne. Pour l'instant, il n'obtient pas de résultat. Et d'ailleurs, Macky Sall n'a pas vraiment obtenu de résultat non plus, puisque Vladimir Poutine ne lui a pas dit qu'il allait débloquer les ports. Encore une fois, tout le monde joue la carte du cynisme. Les pauvres et les fragiles et tous ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre vont payer cher. Oui. Nous, les Européens, on a les moyens de se défendre. Les Indiens, les Chinois, tout ça, ils peuvent se positionner. Mais le reste du monde, s'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de blé. Hein. Ou s'il coûte $500 la tonne, il coûtera $500 la tonne. Alors, il y a une médiation et Macky Sall ne faisait pas de la haute politique en venant voir Poutine en vue de vote à l'ONU. Il venait tout simplement, effectivement, essayer de trouver des solutions concrètes pour qu'on débloque pour pouvoir débloquer la situation, parce que les perspectives sont absolument effrayantes. Elles sont effrayantes. Il y a un vrai enjeu pour l'ONU. C'est-à-dire, pour le moment, l'ONU est vraiment marginale dans la tentative de résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais là, sur cet enjeu, effectivement, qui touche des dizaines de pays, il faudrait vraiment que l'ONU arrive à s'emparer de ce sujet. Alors, il y aura peut-être un deal avec la Turquie, peut-être entre justement Vladimir Poutine et Erdogan. Sur la disruption, mais ces disruptions, elles vont toucher les pays fragiles, mais on voit déjà en Europe des situations sur certains produits. J'ai vu un reportage hier qui était complètement anecdotique quand on voit la souffrance, mais sur la moutarde. Et du coup, je suis allé vérifier. J'ai fait 2 supermarchés à côté de chez moi. Il n'y a pas de moutarde. Et le type me dit, je ne sais pas quand il y aura de la moutarde. Parce que la moutarde, elle vient, en particulier, les graines viennent d'Ukraine ou de Russie, et que les Canadiens ont été cramés par le changement climatique, donc ils n'ont plus de graines, que nous, on a renoncé à faire des graines. Et tout ça, c'est sur plein de produits. L'huile de tournesol, etc. Mais enfin, on voit bien tout de même dans cet échange, Antoine, entre Macky Sall et Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine ne va pas renoncer à ce qu'on peut appeler une arme alimentaire. Parce que c'est ça dont on parle. Il essaie d'avoir le maximum de leviers potentiels pour se rendre indispensable, pour peser dans une éventuelle négociation. Je pense que lui joue 2 cartes à la fois. Il y a la carte militaire, il veut gagner, il pense qu'il peut gagner, il a besoin de gagner. Par ailleurs, dans la mesure où il est persuadé, au-delà de l'Ukraine, de mener un combat contre l'Occident. C'est ça son obsession depuis le départ. Il sait très bien que face à l'Occident, il ne va pas se battre avec des armes, a priori, et que donc la bataille face à l'Occident, ce sera une bataille avec des outils diplomatiques, dans le cadre d'un grand deal qu'il peut imaginer, qui serait évidemment
à ces conditions. Et dans ce cadre de cet accord-là, de ce deal européen, il singe en cela les négociations à la fin de la guerre froide. On se souvient des sommets Reagan-Gorbatchev. Enfin, c'est ça dans son univers mental. Et dans ce cadre-là, plus il aura de levier dans ce rapport-là avec l'Occident, ça en fait partie. Et bien rapport de force, en fait. Rapport de force, et bien plus il pourra faire peser ces conditions. Son principal outil, ce serait évidemment le contrôle d'une partie de l'Ukraine. C'est évidemment d'abord ça, mais c'est aussi l'arme alimentaire. Et puis il y a également, je pense, une dernière raison, qui est qu'il veut aussi prouver à sa population qu'il n'est pas isolé. Je crois qu'on aurait tort de sous-estimer l'intérêt qu'il porte à son opinion publique. Absolument, ça compte. D'ailleurs, la chorégraphie est intéressante. Il n'y a pas la longue table, il y a une poignée de main. C'est vrai. Tout ce qu'on a dit sur le fait que le Covid le rendait méfiant, bon, visiblement, il y a 6 personnes dans la pièce avec les traducteurs. Il n'y a pas de méfiance. On affiche une proximité, une écoute, une séduction. C'est aussi dans les images que ça se passe. C'est aussi des images qui vont être décortiquées pour savoir s'il est malade ou pas. Il faudrait savoir si Macky Sall a été testé contre le Covid auparavant. Macron l'avait plus ou moins dit, que le test à l'aéroport, enfin tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait dit Ils avaient dit qu'ils avaient refusé, je crois, qu'il y avait des tests en plus qui étaient faits à l'aéroport de Moscou à leur arrivée, y compris dans le pavillon officiel. Enfin bon, il y a eu quand même des tas de... Donc Macky Sall a été testé. J'en ai aucune idée, je n'ai pas eu, je n'ai pas appelé... on parlait de la délégation française lors du fameux voyage... Du 7 février. Du 7 février, où là, effectivement, on ne sait pas, il avait été testé ou pas. Il avait refusé, raison pour laquelle ça avait été négocié au préalable, évidemment, mais raison pour laquelle il avait eu droit à la grande table. Les dessinateurs sur ce point. Oui, alors je vais vous montrer 2 dessins sur cette séquence quand même intéressante en même temps. Un premier dessin du dessinateur Glé du Burkina Faso, pour RFI d'ailleurs, qu'on ne présente plus. Alors, c'est un portrait qui n'est pas tendre, parce que même si on voit le Macky Sall un peu en chevalier et en Saint-Michel, il abandonne quand même les enjeux africains que sont le terrorisme, la corruption, la dictature, sécheresse, inflation, conflit, famine, et j'en passe, point de suspension, pour aller affronter le dragon de la guerre en Russie et en Ukraine. Et puis on voit que sur son bouclier, évidemment, vous avez reconnu le logo justement de l'Union africaine. Et puis cet autre dessin du dessinateur Victor Ndoula du Kenya, justement on parlait de la chorégraphie de la scène. Voilà une belle interprétation de Victor Ndoula. Il y a quand même pourtant un enjeu majeur, on vient de le dire, c'est le pain, l'alimentation. On voit à quel point Poutine, gardien du pain, le protège, et que les assiettes, ma foi, des représentants de l'Union africaine sont bien vides. Malgré le couteau qu'ils tiennent. On va passer au fiasco au Stade de France, bien sûr, avec ce Real Madrid qui demande d'ailleurs aujourd'hui des réponses sur le traitement infligé à ses supporters et qui appelle à déterminer qui sont les responsables. Gérald Darmanin, vous le savez, a présenté ses excuses pour l'organisation de la finale, mais il a maintenu sa version selon laquelle les débordements seraient liés au fait que 35 000 supporters de plus que la jauge prévue se seraient présentés au Stade de France, munis, selon lui, de billets falsifiés ou sans billets. On écoute le ministre de l'Intérieur. Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements, parfois inacceptables, qui ont eu lieu. Donc, le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu comme vous les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée et les sanctions seront prises. Je vous les communiquerai, si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la Commission des lois. Gérald Darmanin auditionné donc devant les sénateurs ainsi que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Est-ce qu'il a été convaincant, Antoine? Est-ce qu'on peut dire, alors on a lu que Emmanuel Macron était furieux contre lui, qu'il avait recadré, on en est à peu près là. C'est pas terminé cette histoire. C'est pas terminé. Moi, je trouve que cette affaire est assez triste sur le fond parce que elle témoigne de la difficulté d'organiser sereinement un événement majeur. Pas non plus exagéré, mais un grand événement comme la finale d'une Ligue des Champions, donc un grand événement en France. Et on voit, c'est ce qu'on commence à entreapercevoir, c'est la conjonction des échecs qui chacun pris isolément n'aurait probablement pas mené à ce
ce fiasco, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas assez trouble, assez violence, et à cette image assez triste, encore une fois. Et donc oui, c'est triste. Est-ce que c'est le symbole d'un déclassement? Je ne sais pas. Par ailleurs, j'ai une lecture également un peu plus politique et institutionnelle. Effectivement, quand on fait face à des faillites comme celle-là, les démocraties, quand elles fonctionnent bien, savent en tirer les conséquences. Ça passe souvent par des commissions d'enquête. Autre chose que le Sénat. Ça s'est passé au Sénat parce que le Sénat est contrôlé par l'opposition. Ça aura dû se passer dans la première chambre, dans la chambre haute, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et avec les moyens de commissions d'enquête qui, ça fait des années qu'on les réclame, qui ne sont pas encore à la mesure des moyens d'enquête pour pouvoir, à minima, établir les faits pour éviter que cela se reproduise. Donc effectivement, cette incapacité en fait. à tirer des conséquences politiques dans un cadre institutionnel est là aussi un autre motif pour moi de tristesse. Ziad, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour les JO? En tous les cas, ça va donner des leçons, parce que le côté intéressant de ce fiasco ou de cet échec, c'est qu'il y avait tellement de gens avec des appareils photo, tellement de gens qui ont filmé, photographié, témoigné, écrit. C'est qu'aujourd'hui, même si je suis d'accord avec vous sur le fond institutionnel, l'enquête est faite. C'est-à-dire qu'on a pratiquement le scénario. Un de vos confrères du Monde, ils ont sorti cet après-midi sur leur site la vidéo avec l'explication. D'autres journaux l'ont fait, etc. Il y a eu un véritable problème d'organisation. Et là, c'est là qu'on peut peut-être parler ou de déclassement, ou d'incompétence, ou de non-préparation, ou du fait qu'on avait la tête ailleurs, ou du fait que les Anglais, on pense que c'est des dangereux voyous, etc. Et c'est ce problème d'organisation, au départ, sur des détails, sur 2 flux sur lesquels on s'est trompé, et on a laissé les gens rentrer dans une nasse, et on s'est retrouvé avec 40 000 personnes, 50 000 personnes. Enfin, le deuxième point, c'est que clairement, Darmanin dit des histoires, semble-t-il, sur le nombre de gens qui n'avaient pas de billets. Et ça, on le voit aussi avec les images, parce que quand tout le monde est rentré, tout le monde a filmé autour du stade, tout le monde a filmé sur les chemins qui allaient du stade à la ville, il n'y avait pas 40 000 personnes. Donc, ils ne sont pas tous rentrés. Donc, on voit bien. Et ça, c'est l'époque dans laquelle on vit aussi. C'est-à-dire qu'il y a le témoignage de ça, tout le temps, qui fait que sur des affaires comme ça, on peut décrypter mieux la sueur. Là où je suis d'accord avec vous, c'est la facture politique. C'est-à-dire qu'à un moment... il est toujours soutenu par Emmanuel Macron. Oui, mais Emmanuel Macron ne peut pas virer son ministre avant un premier tour d'élection législative. Ça serait un désaveu. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé, la Première ministre ne s'est pas exprimée, donc pour le moment... Enfin, sa porte-parole s'est exprimée clairement en disant qu'il avait le soutien d'Emmanuel Macron. Gérald. Non, il faut vraiment une enquête indépendante. Enfin, c'est ça qui permettra de vraiment... c'est quand même le comportement, outre les dysfonctionnements qui ont été évoqués, et puis à la fin, peut-être le grand nombre de supporters aussi, enfin voilà, le surnombre, mais c'est quand même un dysfonctionnement des forces de police françaises. Et donc ça, c'est pas Gérald Darmanin qui va mener une enquête face aux forces de police dont il est le premier responsable. C'est le premier flic de France. Donc c'est pas lui qui va pouvoir vraiment mener une enquête indépendante. Alors malheureusement, effectivement, l'Assemblée nationale, elle est pas en fonction, puisqu'on est à l'approche des élections législatives, mais il faudrait qu'assez rapidement, effectivement, il y ait une enquête indépendante qui puisse permettre, au-delà de l'incident, de poser la question aussi de la façon dont les forces de police en France envisagent le maintien de l'ordre, qui est une vision quand même assez confrontationnelle, où il faut d'emblée montrer que la puissance est du côté de la police. On a vu ça aussi lors des manifs de Gilets jaunes. Déjà, on était un peu en questionnement face aux manifs des Gilets jaunes, mais face à des supporters plutôt pacifiques, on voit que ce n'était pas du tout la bonne attitude à avoir. Alors, évidemment, sécurité très renforcée ce soir pour le match France-Danemark au Stade de France, puisqu'il y a 2000 policiers, dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France. Donc, parce qu'il y a eu un chapitre aussi qui est très explosif sur le plan politique, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la sortie. Parce qu'à l'entrée, il y a eu le dysfonctionnement. À la sortie, il y a eu des agressions. C'est là-dessus que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont joué. C'est là-dessus qu'un certain nombre de gens ont joué. C'est là-dessus qu'on a même entendu des énormités comme quoi Karim Benzema, par sa simple présence, avait attiré tous les voyous de France. On voit à quel point le débat est miné. Et on ne revient pas à la réalité, qui est ce stade, qui est un objet luxueux. Cette finale de la Ligue des Champions, qui est un objet luxueux. Ces places qui étaient à 500 ou 1000 euros, est placée
dans une des villes les plus pauvres de France et une des villes les plus confrontationnelles de France, dans un des départements les plus pauvres de France. Et ça, on l'a oublié depuis la Coupe du Monde 98, bleu-blanc, on s'aime tous, on s'adore, mais la réalité, c'est que l'entourage du stade est un entourage difficile. Et ça pose question pour les JO. Ça pose question. Et la deuxième chose qui pose question pour les JO, c'est leur cérémonie d'ouverture, qui est un très beau projet sur la Seine, mais dont un certain nombre de gens spécialisés commencent à dire va falloir peut-être y réfléchir, parce qu'on ne pourra pas sécuriser une telle procession maritime, j'allais dire, aquatique, les berges, les trucs. En plus, maintenant, on a des drones, il y a des tas de choses qui peuvent venir perturber tout ça, donc c'est très compliqué. On vit dans une époque formidable. On vit dans une époque formidable. Quand on dit des dessinateurs. Ah, ben, vous allez être servi. On imagine, avec le ballon. Un premier dessin du grand dessinateur français Soulcier qu'on aime beaucoup. Voilà, vous verrez bientôt dans toutes les boutiques de souvenirs parisiennes ce magnifique objet. Hein, maintenant, la Tour Eiffel sous la cloche de neige, c'est has-been. Vive le CRS parisien avec le bouclier police. Et puis la lacrymo, souvenir de Paris. Un autre dessin du dessinateur français Cambon aussi, très sympathique. La France prête à recevoir les JO. Voilà. Alors le problème, c'est que je crois que le gaz lacrymo et puis la flamme olympique, ça ne fait pas très bon ménage selon mes vieux souvenirs de physique. Et puis pour terminer, et ça va vous servir de transition, Stéphanie, un dessin du dessinateur Lacerpe. Chaos au Stade de France, les Anglais traumatisés, il y a de quoi, hein, c'est affreux, ça nous a rappelé les années Thatcher. Et voilà une belle transition qui vous est offerte. Et oui, bien sûr, une transition toute faite, Laure, puisqu'on va parler du jubilé de platine, les Britanniques, qui célèbrent ces 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. La souveraine qui a été saluée, on a vu ces images au balcon de Buckingham Palace hier. Mais, alors là, on la voit, effectivement, ça a soulagé à peu près tout le monde, puisqu'on sait qu'elle n'était pas présente au discours du trône. La dernière fois, on s'inquiète sur la santé de la reine. Elle était bel et bien présente hier. En revanche, elle n'a pas assisté à la messe à la cathédrale de Saint-Paul à Londres aujourd'hui. Emmanuel Macron a d'ailleurs, je vais le rappeler, célébré aussi ce jubilé. Donc on parle des relations entre la France et le Royaume-Uni, puisqu'il a ravivé, le président de la République française, la flamme à l'Arc de Triomphe. Ça, c'était hier. Il était en compagnie de l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Et il a posté un message. On va en écouter tout de même un extrait, parce qu'on va voir que, justement, ce message, c'est vraiment la paix, c'est l'unité entre la Grande-Bretagne, entre le Royaume-Uni et la France. On l'écoute, Emmanuel Macron. You have shared our joys and seen the deep affection and admiration that the people of France have for you. You have also visited the graves where so many of your young men lie and seen the respect and honor we constantly pay to those who sent from your homes to protect ours. You are the golden thread that binds our two countries. From the dark days when your family welcomed General de Gaulle in your home, to his joy to welcome you in his. You have been a constant presence and a source of wisdom for the leaders of our two countries. Le fil d'or entre nos deux pays, parce que cette vidéo, Emmanuel Macron l'a postée en anglais, mais il l'a aussi postée en français. Antoine, donc de quoi faire oublier ce qui s'est passé au Stade de France, les tensions? Oui, alors il y a peut-être ça en arrière-pensée, c'est possible. J'imagine que le message était prévu depuis peut-être plus longtemps que ce match. Je dois dire que juste la coïncidence est assez intéressante. Oui, la coïncidence est intéressante. Bon, alors je dois dire que, ironiquement, on pourrait dire que finalement un monarque parle à une monarque, puisqu'on reproche à la présidence française d'être très monarchique. Et ça m'amène à ma réflexion peut-être un peu plus de fond. Parce que, alors, s'agissant de la reine d'Angleterre, je n'ai pas beaucoup d'avis sur la question. J'ai une certaine sympathie personnelle pour le personnage que je connais plus par la série The Queen que par ailleurs, mais elle m'a l'air très sympathique. Ça en reste là. C'est une héritière. Elle a hérité par son père de cette fonction. Bon, elle l'assume très bien. Non, en revanche, ce que je trouve intéressant,
au-delà de la boutade sur les deux monarques, c'est qu'elle incarne peut-être quelque chose dont la France aurait peut-être besoin, c'est-à-dire du principe d'un tiers qui ne gouverne pas et qui permet finalement à celui qui exerce le pouvoir, alors au Royaume-Uni c'est le Premier ministre, en France ça pourrait être un Premier ministre responsable devant la Chambre, qui pourrait finalement avoir autant de pouvoir qu'aujourd'hui un président de la République française, qu'un Emmanuel Macron. Boris Johnson a énormément de pouvoir, il en a peut-être un peu moins que Macron, mais il en a beaucoup, eh bien, symboliquement, la présence de ce tiers, c'est-à-dire le fait qu'on exerce le pouvoir, mais qu'on a quelqu'un au-dessus de soi, je trouve ça assez intéressant dans les déséquilibres politiques que nous connaissons. Pas une monarchie constitutionnelle en France. Avec oui, il y aurait des candidats. Il y aurait des candidats. Non, alors je pense pas. Alors pardon, je pense déjà, pas. Ils ne sont pas d'accord sur qui serait le. Je pense pas à un roi, évidemment. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein, voilà. Je pense à un président de la République tel qu'on en a connu sous la Troisième République, ou Troisième République, Quatrième République. Donc un régime plus parlementaire. Ou en Allemagne, c'est ça, effectivement. Et ça romprait avec ce moment d'élection présidentielle qui a une dimension un peu hystérique, où on cherche finalement à chaque fois un nouveau roi et donc un sauveur. Eh bien, peut-être que ça nous ferait du bien d'avoir, alors non pas un roi ou une reine, alors je suis absolument pas favorable, ce serait un peu compliqué à remettre en place, mais effectivement quelqu'un qui est un peu ce qu'incarne la reine d'Angleterre. Un régime parlementaire. Ça s'appelle un régime parlementaire. Oui. En donc, un mot. en tout cas, les Britanniques ne s'inspireraient pas du modèle républicain français. Non, je pense il y a pas. d'a priori. Même s'il y en a un certain nombre des républicains au Royaume-Uni. Mais je suis pas trop surpris par les déclarations d'amour d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a vraiment un lien franco-britannique assez puissant qui est lié par l'histoire, parce qu'on rappelle toujours... Reine francophone d'ailleurs, elle parle très bien français. Et puis, je pense qu'en France, on parie sur l'après-Boris maintenant, clairement. On pense qu'il est cramé, qu'il Alors justement, je voudrais vous faire réagir parce qu'on va regarder les images de Boris Johnson et sa compagne, justement, entrant dans la cathédrale aujourd'hui. Eh bien, lorsqu'ils sont rentrés, autant vous dire que Boris Johnson s'est fait huer, ce qui est quand même assez particulier. Le protocole britannique imposerait un certain recul. Un certain recul, donc manifestement, il a été... Chapeau est impressionnant aussi. On entend le Premier ministre britannique, littéralement, hué, booed, comme ils disent en anglais, avec sa compagne, alors qu'il entre justement pour l'une de ces célébrations de ce jubilé dans la cathédrale de Saint-Paul à Londres. C'était pas une bonne idée. C'est pour dire qu'elle est plus populaire que lui en ce moment, en tout cas, la reine Elisabeth. Non, mais la reine Elisabeth en France, c'est le lien le plus fort qui existe aujourd'hui entre la France et le Royaume-Uni. C'est-à-dire, on sait qu'elle est venue très vite alors qu'elle était reine en France. Moi, j'étais à l'ambassade de Grande-Bretagne mercredi soir au moment des cérémonies du jubilé, et l'ambassadrice, effectivement, a dit la reine, c'est la meilleure ambassadrice du Royaume-Uni en France depuis 70 ans. On se souvient d'ailleurs... Il y a une vraie histoire d'amour entre les images avec la François France et le Mitterrand Royaume-Uni à travers la reine. Les dessins, on n'a presque plus de temps. Oui, alors on va les regarder. Je vais faire vite un super dessin de la dessinatrice vénézuélienne Raima, parce que ça devient une icône punk, presque, la reine. 70 ans de règne, elle est toujours là, elle est très respectée, très très appréciée. Voilà, vous retrouvez ce dessin extraordinaire avec l'hymne punk des Sex Pistols, God Save the Queen, enfin même si c'est des Rolling Stones. On voit les Rolling Stones là aussi. Mais qui eux-mêmes pourraient fêter leur jubilé. Oui, tout à fait. Que, franchement, ils se produisent en France dans pas longtemps d'ailleurs. Il y a l'esprit punk de la Grande-Bretagne qu'on aime beaucoup là, dans ce dessin. Un autre dessin du dessinateur suisse Chapat, aussi très, très bien vu, une longévité exceptionnelle. Et puis il y a cette dame qui va acheter son petit thé qui dit donnez-moi le même thé qu'elle boit, parce que ça pourrait me permettre d'aller aussi loin. Et puis pour terminer, on parlait de Bojo, justement un dessin assez savoureux du dessinateur français Millon. Elisabeth II, 70 ans de règne. Un regret quand même, avoir commencé avec Louis. On voit le Winston Churchill respectable, n'est-ce pas, personnage de l'histoire contemporaine, et finir avec ça. Bojo, il a aussi finalement son petit côté punk. C'est ça la monarchie constitutionnelle anglaise. Le dit Winston avait aussi un sacré coup dans tous les témoignages. Il descendait bien, mais il savait se tenir. C'est ça. Il descendait plus que Johnson, à mon avis, mais il savait se tenir. D'ailleurs, il l'assumait. C'est le rôle du grand-père à l'époque. Merci la jeune reine. Beaucoup, Laure Simon. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ploquin. Merci Antoine Vitkin. Merci Ziad Limam. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast. Restez avec nous, on se retrouve lundi.